Something is holding me back. Not anymore. No flow hotter, born like Globetrotter. My flow slaughter, I'm new fire in old water. Style lit, I'm stylish, so style this, I get it. Cool, handsome and smooth, that equals coquettish. Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue à Culture Soccer, premier épisode de la saison 2. Pourquoi saison 2? Puisque nous allons changer de format avec la nouvelle saison de MLS, de USL et l'arrêt de la NASL. Donc, j'ai présenté immédiatement mon co-animateur Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour à tous, j'espère que ça va. On est très excités de parler de cette nouvelle saison de MLS avec vous. Et oui, première semaine qui a été assez difficile niveau enregistrement. C'est vrai. On va y arriver. Aujourd'hui, c'est vraiment on a fait quand même grand pour le premier épisode. Là. Au menu pour le premier épisode de la saison 2, on a pu s'entraîner avec Yohan Damet, assistant entraîneur pour le FC Cincinnati en USL. Qu'as-tu pensé de cette entrevue, Antoine? Moi, j'ai vraiment été surpris de sa relation avec les jeunes, son vouloir d'aller en pro. Ouais, c'était une interview très intéressante, on a hâte de vous la faire découvrir et c'était quelqu'un de, malgré être assistant en USL, c'était quelqu'un qui avait l'air de connaître vraiment beaucoup sur le monde américain vu qu'il a fait de la formation à l'Impact et tout. Donc on a hâte de vous présenter cette interview. Effectivement, et je parlais un peu plus tôt de changement de format. Je vais vous l'expliquer avant qu'on aille dans le vif du sujet. Là. Au début des épisodes, on va revenir sur les résultats nord-américains, principalement la MLS, comme qu'on va le faire un petit peu plus tard. Ensuite, on va faire un segment soit entretien, si on a un invité, ou un segment débat où est-ce qu'on va parler d'un sujet chaud en Amérique du Nord. Et pour finalement finir avec le moment « Il était une fois en Amérique » comme la saison dernière. Donc, j'espère que vous allez aimer. Et on va directement aller dans le vif du sujet, hein, Antoine? Les résultats. Ouais, on va finalement pouvoir en parler après avoir essayé d'enregistrer 10 fois dans la semaine. On est désolé si ça arrive un peu tard dans la semaine MLS. Effectivement, mais l'attente en a valu la peine puisque le premier match de la saison, c'était Toronto contre Columbus. Et Columbus a surpris tout le monde avec une victoire de 2-0 grâce à des buts en fin de première mi-temps de Higuaín et directement au retour des vestiaires par Giazi Zardes. En gros, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre? Déjà, Federico Higuaín était excellent, c'était dingue. C'est un vrai maestro, c'est-à-dire qu'il contrôlait le ballon, il savait où ses coéquipiers allaient, il donnait des petits caviars dans la défense. Voilà, ça va bien marcher avec Zardes cette saison. Et du côté de Toronto, d'un côté, on pourrait se dire que c'était vraiment pas terrible et qu'ils se sont fait vraiment étirer la défense pour qu'il y ait beaucoup d'espace dedans. Et de l'autre, ils étaient aussi en train de préparer le match qui, là, on enregistre jeudi, donc le match de mercredi soir où il y avait contre Tigres, où ils ont gagné 2-1. Oh oui. Donc, voilà, on peut dire que ça peut peser sur leur tête et qu'ils n'ont pas voulu, du coup, se mettre à fond. Oui, et moi, du côté de Columbus, j'ai été assez pessimiste avant la saison. Je les avais placés avant-dernier avec quand même 2 gros départs, mais finalement, je me rends compte que j'étais sûrement dans le tort parce qu'on sent vraiment que l'équipe, elle est faite pour aller dans les séries. Là. Ouais, non, il y a du bon en attaque. Ça a l'air de bien enchaîner. Il y a aussi des joueurs comme Mensah qui ont bien joué ce week-end et Aboubakar aussi qui a fait des excellentes interventions offensives. Donc ouais, c'était pas mal du tout. Oui, et moi, un joueur qui m'a vraiment surpris, c'est Pedro Santos. Il m'a pas surpris par son niveau, mais vraiment son aisance avec l'équipe, puisque lors de la deuxième moitié de saison en 2017, lorsqu'il est arrivé, il était vraiment pas un joueur d'impact. On le voyait très rarement sur le terrain. Mais là, ça commence très bien. Ça passe pour le but de Giazi Zardes. Là, c'est un chef-d'œuvre. Donc, Ouais. Non, il y a du bon. oui. Une autre surprise qui s'est réalisée en MLS, là, c'est la victoire de 4-0 de Houston face à Atlanta, avec des buts à la 5e minute de Andrew Wenger, Philippe Sandoros à la 23e, Mauro Manotas à la 27e. Donc déjà après une demi-heure de jeu, c'était 3-0 pour Houston. Et finalement, là, c'est Darwin Seren, le nouveau venu en provenance de San Jose, qui a clôturé les débats dans les temps additionnels. Donc, qu'as-tu pensé de cette rencontre?
Ouais, c'était une vraie. Enfin, ils se sont fait taper Atlanta très méchamment. Houston a bien donné du fil à retordre avec des pièces offensives. C'est-à-dire que c'était pas comme les dernières où c'était juste un vieux contre sans aucune préparation. Là, il y avait plus de préparation au niveau des attaques, aussi sur les jeux arrêtés. Et voilà, Ellis, Wenger, ça va être très bon pour cette année, mais j'ai peur qu'ils aient pas beaucoup d'effectifs quand même. Enfin, c'est-à-dire que derrière eux, il n'y a pas grand-chose. Mais bon, ça montre qu'Atlanta peut être battu et que c'est pas juste voilà un club juste trop puissant pour le reste. Par contre, je comprends pas pourquoi Almiron ou Martinez rataient tout ce qu'ils rataient. C'était dingue, rien n'allait. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais il y avait aucune connexion entre eux. Ah non, Atlanta, c'était vraiment mauvais. Même en pré-saison, là, on pouvait pas s'attendre à ça parce qu'on pouvait penser qu'il allait monter de niveau lors de la saison régulière. Mais comme moi, par exemple, à leur premier match de pré-saison, quand ils ont affronté Nashville, là, c'était vraiment pas ouf. Là. Le 11 partant d'Atlanta a affronté le 11 partant de Nashville et après une mi-temps, là, c'était 0-0. Donc, vraiment, là, peut-être que ça envisageait un début de saison assez catastrophique pour Atlanta. Mais je pense que Tata Martino va être capable de redresser son équipe. Là. Ouais, j'espère avec mon Barcou qui va revenir de blessure et puis peut-être qu'il leur fera un peu de temps pour revenir dans le jus de la victoire. Mais là, ça allait vraiment pas. C'était niveau voilà, enfin rien de connecté entre eux. Et c'est assez bizarre parce que c'était ce qui faisait la qualité de Atlanta l'année dernière, c'est qu'ils étaient capables d'enchaîner 3-4 passes excellentes, un dribble et puis marquer. Ouais, et du niveau de Houston, qu'est-ce que j'ai aimé, moi, c'est que un joueur comme Romel Kyoto n'était même pas sur le terrain pour débuter la rencontre. C'était Andrew Wenger. Et ils ont quand même réussi à Ouais, non, mais il est bon, faire. Wenger. Donc, Ouais, j'imagine quand ils vont avoir le trio Kyoto, Manotas et Ellis, qu'est-ce que ça va faire? ouais, ça va être très bon. Un joueur aussi qui m'a bien marqué, Sanderos, malgré voilà, son âge, il a fait un très bon match au niveau de la défense centrale pour arriver à contenir, contenir les faibles attaques d'Atlanta, mais contenir quand même. Oui, oui, non, pour elle, là, Houston, là, s'il continue comme ça peut faire les séries comme l'an dernier. Mm. Une autre équipe qui a quand même fait un bon résultat à domicile, c'est l'Union de Philadelphie, euh, qui s'est départie des New England Revolution par le score de 2-0, avec un but de Fontana à la 43e et ensuite CJ Sapong en 69e. Moi, c'est pas un résultat qui me surprend, puisque Philadelphie là, a clairement fait un meilleur mercato que le New England. New England, moi, selon moi, ils ont régressé avec les départs de Kikamara et peut-être Lee Nguyen. On ne sait pas trop, ils veulent encore se départir de Nemeth. Donc, Mhm. tandis Ouais, ce qui... que Philadelphie ont pu finalement aller chercher leur numéro 10, David Beckham, un des alliés les plus spectaculaires en MLS. Donc, c'est très, très optimiste pour le reste de la saison pour Philadelphie. ouais, non, c'était très justifié comme résultat. Comme tu l'as dit, Akab, il a aussi beaucoup bien joué et connecté bien avec Sapon. Donc j'ai hâte d'en voir plus. Après, voilà, les deux défenseurs centraux des Revs, surtout Antonio Delama qui a un carton rouge très rapidement dans le match, Ouais, la ont un peu, 24e. ouais, ils ont un peu fait perdre le match aux Revs, mais c'est vrai que le Revs, de toute façon, n'avait aucune chance de marquer quoi que ce soit. Comme tu l'as dit, ils veulent se débarrasser de Nemes, alors que c'est vraiment leur seul attaquant, enfin, qui est d'un peu de qualité. Aussi, ils commencent pas le match avec Niro, Fagundes, je sais plus s'ils l'ont mis, mais voilà, Rowe est super bon. Et ils ont plein de bons milieux. Bon, je pense qu'il y a Lewin, mais qui en a pas joué pour un petit moment, mais voilà. Ils ont plein de force au milieu. Il faut qu'ils mettent un numéro 9 devant pour pouvoir marquer, parce que là, ils ont plus Camara, ils veulent se débarrasser des Mets. Et c'est pas comme ça qu'ils vont avoir une bonne saison, parce que là, ça sent vraiment la dernière place pour les Reds. Oui, effectivement. Et tu parles de dernière place. L'année dernière, deux équipes qui étaient dans les dernières places, c'était Orlando et DC United. Et ces deux équipes s'affrontaient ce samedi. Orlando, on le sait, avec ses grosses acquisitions à la Justin Meram, Sacha Kljestan. DC United aussi avait quand même préparé le terrain lors du mercato d'été avec les arrivées de Paul Arriola, Russell Canoes, Zoltan Seager. Et
Et ils ont rajouté cet été des joueurs comme Darren Mattox et un des meilleurs recrutements cet été, je crois, c'est Yamil Assad. Donc, ces deux équipes s'affrontaient. DC United ont fait un très bon match. Ils ont marqué dès la 32e minute grâce à Yamil Assad, mais finalement, tout s'est écroulé en fin de match lorsque Stefano Pigno a égalisé. Stefano Pigno, qui est également un nouvel arrivé de la NASL, donc ça doit se faire quand même plaisir d'avoir un joueur de NASL marqué dès ses débuts. Ouais, à mon avis, ça va être dur en vrai pour Dwyer. Enfin, Dwyer ne sera pas le titulaire incontesté. Pignot va lui mettre beaucoup de concurrence pour l'année s'ils jouent pas ensemble. Oui, effectivement. Et pour vrai, pour Orlando, là, si ça aurait commencé avec une défaite de 1-0 face au DC, je crois que ça aurait été très dommageable pour la motivation des troupes. Et tandis que du côté du DC United, là, on sait, ils ont une grosse séquence sur la route pour débuter la saison, puisque leur nouveau stade n'est pas encore complètement prêt. Donc, commencer sur un nul à l'étranger, c'est quand même motivant quand on sait qu'ils ont environ une dizaine de rencontres à faire à l'étranger et que plus qu'ils ramassent de points, mieux que ça va être vers la fin de la saison. Ouais, à mon avis, c'était pas un match, pas un résultat injustifié pour genre, aucune des équipes. Et encore, tu l'as dit, ouais, Orlando, ils ont fait un bon mercato, mais Clechten, il n'était pas là, il me semble. Dwyer non plus, ainsi que Coleman, donc il a mis cette année non plus. Donc il y a pas mal de joueurs qui manquaient à Orlando, et on va voir quand ils auront l'effectif complet. Mais Meram a fait un match énorme, c'est un des meilleurs joueurs de cette semaine. Il a contrôlé le milieu de terrain au bout de quelques minutes de jeu, c'était pas mal du tout. Oui, et on parlait un peu plus tôt d'Orlando, une équipe qui veut faire mieux que l'année dernière. Ben, le FC Dallas, c'est la même chose. Et pour la première rencontre de la saison, il recevait le Real Salt Lake, deux équipes qui n'ont pas pu faire les séries, mais qui étaient aux portes de ces mêmes séries là, l'année dernière. On le sait avec le but de San Jose à la dernière minute. Le FC Dallas était qualifié là, jusqu'aux dernières secondes. Donc, cette rencontre débutait au Toyota Stadium à Frisco. Joao Plata a débuté très bien sa saison avec un but à la 25e minute. Le Real Salt Lake semblait vraiment dominer la rencontre. N'était jamais trop alerté par l'FC Dallas. Malgré les Maxi Urruti, Barrios et même Mauro Diaz. Mauro Diaz était bon, mais on sent qu'il... je sais pas, on sait jamais s'il va marquer un but. Ça fait très longtemps qu'il n'en a pas marqué. Mais en fin de rencontre, grâce à une belle action de Marquis Urruti, qui s'est entré dans la surface, là, Marcelo Silva effectue un CSC tentant de dégager le ballon. Donc, la rencontre finit sur un score de 1-1. Je ne sais pas si tu as pu regarder la rencontre. Non, j'ai pas vu voir tout le match, mais ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, c'est que déjà Justin Glad avait bien joué. Oh, Et même pour Dallas, c'est quelque chose de bien, ce nul, après avoir fait des matchs très insuffisants en CONCACAF Champions. Donc c'est pas, enfin, pour moi, c'est pas mal pour les supporters qui s'est pas perdu lors du premier match, parce que sinon ça s'annonçait mal pour la saison. oh. Moi, pour ma part, là, le Real Salt Lake, j'aime bien cette équipe. Un beau mélange de vétérans MLS et de jeunesse. Vétérans, je pense à Nick Rimando, Cal Beckerman, bien sûr. Et en jeunesse, là, un Savarino, Justin Glad, même Brooke Lennon, là, je trouve que cette équipe-là est faite pour exceller cette saison. Je les Ouais, tu verrais les avais bien mis très haut. Ouais, tu les avais mis très haut en playoff, il me semble. effectivement. Et, et un peu plus tôt, on parlait de bataille en playoff entre FC Dallas, Real Salt Lake et le San Jose Earthquakes. Eh bien, les Earthquakes accueillaient pour leur première rencontre le Minnesota United. La rencontre peut paraître serrée au premier œil avec un 3-2 pour San Jose, mais la rencontre a vraiment été en sens unique pour San Jose, qui marquait dès la 27e minute avec un but de Danny Olsen, à la 28e minute avec un but de Vaco, et puis en deuxième mi-temps, là, Danny Olsen qui faisait le but du 3-0. San Jose a dû se relâcher parce que en l'espace de 4 minutes, à la 81e et la 85e, Kevin Malino a marqué 2 buts. Donc, pour elle, ça n'a pas été autant serré que vous pouvez le croire.
San Jose a fait 18 tirs pour 9 tirs cadrés, tandis que Minnesota, là, c'est 5 tirs cadrés. Donc, c'est pas ouf. Ouais, non, c'était pas dingue de la part du Minnesota et San Jose a pas mal géré, comme tu as dit, tout le match. Minnesota, j'ai pas compris pourquoi ils ont pas commencé Ramirez, pourquoi ils ont joué Danladi direct. C'est un choix très étrange. Heureusement qu'ils ont Molino qui fait créer 2 buts sur 2 occasions. Mais Danny Hoesen a fait un très bon match, comme tu l'as dit, avec son but, mais aussi son impact dans le tiers de Minnesota. Et on pourrait aussi souligner le match de Vaco, comme tu as dit aussi, qui a fait une belle rencontre. Mais ouais, Minnesota, faut qu'il joue Ramirez, déjà. Et la défense, c'était nul. Je sais pas trop quoi dire. Après, San Jose, faut pas trop s'exciter non plus. Même, enfin, déjà, il faudrait pas se prendre de but normalement contre Minnesota. Et ouais, enfin, c'est pas rassurant. C'est-à-dire, tu gagnes 3-2, mais c'est Minnesota en face. Voilà, tous les matchs vont pas être aussi simples pour eux. Ouais, et son voisin d'État, le Los Angeles FC, effectue ses débuts en match officiel en affrontant les Seattle Sounders au CenturyLink Field. Eh bien, ça a peut-être été le match le plus rageant de ces dernières années pour Seattle, puisque Diego Rossi a marqué dès la 11e minute. Après ça, je crois qu'il n'y a pas un joueur de l'AFC qui a pu toucher au ballon. Ouais, non, mais on a l'habitude des matchs rageants. Mais ouais, 25 minutes pour LAFC, le reste du match pour nous. Et on n'a rien réussi. La saison va être très longue avec Bruin. C'est vraiment là où il manque Moïse. Mais Bruin avait zéro présence dans le dernier carré. Et il manquait voilà, de la réussite aussi. Parce qu'on a, je crois, 22 tirs à. Enfin, tir cadré, on a un tir cadré à 7. C'est-à-dire que LAFC a en tiré une fois dans le cadre, ils ont marqué. Non, à 7, non. Et aussi, on a eu, voilà, ils ont eu Tyler Miller, notre ancien gardien, qui a été excellent pendant tout le match, gardien de la journée d'ailleurs. Et voilà, c'est bête pour Seattle parce qu'on fait perdre des points, mais on avait la moitié de notre effectif qui n'était pas là. C'est un truc important à dire. Il n'y avait pas de Torres, il n'y avait pas d'MC, il n'y avait pas l'Erdam, il n'y avait pas Alonso. Donc, enfin, il manquait pas mal de monde puisqu'on a joué Chivas hier soir et on a gagné 1-0. Donc, voilà. On était en préparation pour la CONCACAF, tout comme Toronto. Domination américaine à CONCACAF jusqu'à présent. Et ouais, bon, c'est les matchs allés. Hein. Je sais pas si ça va durer les matchs retour, si on va se faire taper toutes les 3 équipes là au match retour, mais on espère. Ben, moi, je m'en souviens, en finale, Montréal avait réussi à faire un 1 ou un 0-0 à América, au Azteca. Et finalement, à Montréal, à domicile, América avait planté l'Impact 4-1. Ouais, voilà. Gagner au Mexique, c'est très, très, très dur. Hein. Oui, et en parlant de Montréal, c'est une bonne transition. En parlant de Montréal, ils affrontaient Vancouver au BC Place Stadium. Et Vancouver a su se départir de Montréal 2-1 avec des buts à la 63e minute de Kei Kamara, une excellente tête qui partait d'un centre de Alphonso Davies. Ensuite, à la 70e, Alphonso Davies marquait. Donc, très bon premier match pour Alphonso Davies qui ouvre son compteur MLS. Et ensuite, Matteo Mancuso là, qui essaie de réduire l'écart, mais il était trop peu trop tard. Et le Vancouver Whitecaps l'ont emporté 2-1. Ouais, excellent match de Vancouver. Putain, Davis, ça va être le Tony Adams de la saison. Bon, il était déjà bon l'année dernière, mais là, à 17 ans, il a vraiment imposé tout le match. Et son entente avec Kei Kamara laisse présager de très très bonnes choses. Et d'ailleurs, il me semble qu'il est dans l'équipe de la semaine, à Davis. Donc, voilà, un excellent match pour lui, un excellent match pour Kamara. Montréal, ça va pas. J'ai pas trop quoi dire. Ils ont derrière recru Rod Fanny. Bon, 36 ans. Je sais pas trop. C'est peut-être la connexion marseillaise avec Didier Drogba, on ne sait pas. Ouais, peut-être avec Drogba, ouais, Sandrini aussi en MLS. Non, mais je comprends pas. C'est pas très bon. On va voir. À mon avis, c'est l'année de la reconstruction pour Montréal, mais quand même, ça serait bien de gagner quelques matchs. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Ouais, non, Montréal, cette année, je mets pas beaucoup d'espoir dans cette équipe. Mais moi, quelque chose que j'aimerais bien souligner, là, c'est l'entrée en jeu de Philippe à la 75e minute. Hein? Le niveau des Whitecaps, quand même un joueur emblématique du côté de New York, qui a passé environ 3 saisons, je crois, et qui s'amène là, fait un retour au Canada, puisqu'il avait déjà fait un passage avec Montréal. Donc, il fait un retour au Canada avec les Whitecaps, et j'ai très bien hâte
j'ai bien hâte de voir sa saison. Là aussi, ça va être du très bon, à mon avis, du côté de Vancouver. Je ne comprends pas pourquoi New York l'a pas gardé. Effectivement. Et en parlant de New York, mais on va changer de rive. On va aller avec, du côté du NYCFC. Il rendait visite là, au Sporting Kansas City, au Children's Mercy Park. Et on peut dire là, que le Sporting Kansas City débute très mal sa saison avec une défaite de 2-0. On n'est vraiment pas habitué à voir Casey perdre de la sorte. 2-0, ça peut sembler pas si gros, mais quand on sait que Casey était la meilleure défense de la dernière saison, là, c'est très décevant. Il y a eu à la 32e minute un but de Maxime Morales. Et finalement, Jesus Medina à la 53e faisait le break pour son premier but en MLS. Ouais, il a été élu aussi dans l'équipe de la semaine. Excellent joueur sur ce match, en tout cas. Et par contre, Kansas, c'était très mauvais. Il y avait beaucoup de balles perdues. Yoann Croiset, le français, a eu beaucoup de mal. Avec beaucoup de ballons ratés, tout ça. Et surtout, je sais pas pourquoi, Sporting Kansas était en train de balancer des ballons devant. Et ils n'avaient pas de bons joueurs devant de tête, mais ils ont beaucoup balancé devant et ça n'a pas marché. Donc j'espère qu'ils se reprendront parce qu'ils ont un milieu de terrain plutôt pas dégueu. Et ça serait bien qu'ils jouent un peu plus au ballon avant de balancer devant comme des bourrins. Puis, et moi, qu'est-ce que j'aime pas de Casey, c'est que ils n'auraient jamais dû se débarrasser de Dom Dwyer parce que depuis ce temps, ils ont de la difficulté à marquer. Là. Personne n'a inscrit de but pour Casey. Et leur buteur, Rubio, c'est pas ça. Même Saloy ou non plus. Ça va être très dur. Même s'ils ont un Yoann Croiset en forme, il est là pour faire les passes, pas pour faire les buts. Donc, si t'as pas de buteur, tu peux pas voir. D'ailleurs, il y a Christian Nemeth qui est sur le mercato. Ça serait sympa. On avait eu une belle. Pour garder le ballon, peut-être. Enfin, bon, s'il le paye pas en tant que joueur désigné, tu vois, c'est un petit salaire. À mon avis, tu lui balances le ballon devant, il le garde, il attend Russell ou Croiset, et puis il fait des petites passes sur le côté. Je sais pas. Bon, j'aurais pensé à un meilleur buteur que ça, là. Ouais, bon, je suis en train de chercher ce qui est dispo. Si tu veux, Mais je peux signer Suarez, mais bon. Mais tu sais, étant donné qu'on le sait qu'ici, ils ont bâti le centre d'entraînement également pour la sélection nationale, faire amener un Bobby Wood au pays ou un Johansson, ça serait quand même sympa. Ouais, ça serait plus difficile à amener, mais ça serait bien. Oui. Et le dernier match de ce dimanche mettant en vedette les LA Galaxy et les Timbers de Portland. Attends, on n'a pas oublié un match de New York, Red Bull? Ah non, les New York puis Chicago n'avaient pas de match. C'est bien ce que je me disais. Ouais, je suis en train de me demander, j'étais en train de chercher dans ma tête contre qui ils ont joué ce week-end. D'accord. Même à l'Ouest, je pense que tout le monde a joué. Je pense ouais. En tout cas, ouais, il y a eu quelques équipes là, qui avaient. Il y a des bye week. D'accord. Mais là, il y a des équipes qui jouent. Ouais, comme on a l'AFC qui fait un nombre impair, il y a des semaines où personne ne joue. Putain, parce que j'étais en train de chercher vraiment très fort qui ils ont joué Red Bull. Bah, on va juste un petit message sur eux. Ils ont gagné première manche aussi contre le club mexicain de Tajuaca. Tijuana, exactement, merci. Donc, ils ont gagné 2-0. Pour le moment, c'est notre plus grande chance de MLS en demi-finale. Oui, parce que les Tigres à domicile, ça va être très dur et j'ai comme pas l'impression que Seattle, avec son effectif actuel, va être capable de résister aux Chivas. Là. On va voir au retour. Bon, si on joue un peu en défense, on est plutôt pas mal dans ce secteur de jeu. Donc ça, il faut juste qu'on prenne les prenne en contre-attaque et qu'on mette une bonne défense et qu'on joue pas peut-être l'équipe titulaire ce week-end. Enfin bref, partons des Galaxy, c'est la fin de la parenthèse CONCACAF. Oui, c'est ça. Les Galaxy là, a réussi à se départir des Timbers 2-1 avec des buts de Ola Cabral à la 32e. Mais Romain Alexandrini a senti le sentiment d'urgence de marquer un but pour tenter d'être meilleur buteur. Donc, il a marqué 2 minutes plus tard. Et finalement, Sébastien Blanco, à 66e, qui a tenté de réduire l'écart. Et finalement, Diego Valeri n'a pas pu jouer les sauveurs comme il l'a fait tout au long de l'année 2017. Donc, le match a terminé sur un 2-1. Assez optimiste pour le Galaxy. On sent qu'il manquait la clé d'un buteur lors de la dernière saison. Et je crois qu'avec Camara, ils l'ont enfin trouvé.
Ouais, c'est pas mal. Et il a fait un beau match. Il était là pour récupérer tous les ballons qu'on lui balançait dessus. Je veux aussi dire que Boateng a fait un super match. Je l'adore. L'année dernière, déjà, je le parlais tout le temps. Là, il a été excellent. Il n'arrêtait pas de bouger partout sur le terrain. Il était partout, quoi. Et c'est un excellent joueur. Et aussi, Ledjet qui revient un peu en force. Euh, c'est marrant parce qu'il revient de nulle part, mais ouais. Sébastien Ledjet, il est de retour avec LA. Et il va peut-être avoir une saison sympa aussi. Oui, il est rentré à la 72e, là, et, on sait, le Jet, c'est comme le joueur réseaux sociaux de la MLS. Et on Ouais. sait qu'il est assez présent. Donc, je sais pas, ça va être fun de le voir victorieux avec des petits selfies de fin de match. Ouais, c'est vrai qu'il se met beaucoup en scène sur Instagram et tout ça. Non, mais il a fait un bon match, donc c'est une bonne édition. Oui. Donc, c'est ce qui clôturait le segment résultats de cette semaine. Donc, Tout de suite, on a une interview. On vous laisse avec l'interview de Yohan Damet. ouais, donc on a parlé avec lui de son parcours en France, son arrivée du côté de Montréal, ensuite son expérience en USL avec le FC Cincinnati, et finalement quelques questions là, sur la USL, la promotion relégation. Donc, bonne écoute. I got a bitch that look like left eye. And she be posted on the west side. She always say that that's the best side. So hold up, girl, I thought the best die. I got the gas, she call me Jethro. I hit her up like shorty, let's roll. I hit my plug, he on the west coast. And shit, I heard they got the best. Pour notre premier podcast de la saison, vous allez voir, on vous l'a dit en introduction, le programme c'est qu'on a une deuxième partie qui sera soit un entretien, soit un débat avec un invité. Et notre premier invité de la saison est un entraîneur qui est passé par le staff technique de Dijon avant de partir aux États-Unis. Il est parti à Montréal, au Canada plus précisément, avant de passer cette année au FC Cincinnati, un club de deuxième division états-unienne qui est dans le processus avec Sacramento et Détroit. Il est candidat à l'expansion MLS. Et aujourd'hui, c'est l'entraîneur adjoint de Cincinnati, Yohan Damet, qui nous rejoint. Bonjour Yohan. Bonjour à tous les deux, bonjour Anthony et bonjour Antoine. Bonjour, Johan. Comment ça va? Ça va bien et vous? Ouais, bien. Vous êtes en plein dans la pré-saison normalement, non? Oui, tout à fait. On attaque l'avant-dernière semaine de préparation, puis ensuite on rentrera dans la semaine à proprement dit de préparation pour le premier match. Donc il nous reste 2 semaines avant le premier match, ouais, en fin de pré-saison, on va dire. D'accord, c'est bien. Vous avez eu l'entre-saison pour vous préparer. On va parler de ton parcours, de ton expérience à Montréal, à Cincinnati, de la USL. Et on va passer rapidement sur le fait que tu étais donc à Dijon, comme je l'ai dit au début de cet entretien. Comment as-tu atterri au Canada et est-ce que tu as hésité avant de prendre la direction de Montréal? Non, bah c'est une longue histoire qui a commencé en 2018. La vie est faite de rencontres et en 2018, j'ai eu la chance de rencontrer un Québécois qui est venu en France faire des essais en tant que joueur. J'ai eu l'opportunité de jouer avec lui à l'époque dans un club amateur. On a sympathisé et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé à partir en vacances en 2019 pour la première fois à Montréal, vacances qui se sont bien passées. J'ai découvert une autre ville, une autre culture. Et puis de fil en aiguille, j'ai pris la bonne habitude de revenir chaque été et par la même occasion de rencontrer des personnes du paysage footballistique à Montréal. Donc j'ai tissé des liens. Dans le même temps, j'étais en France dans les études. Donc j'ai passé une licence entraînement sportif avec l'option football. Et du coup, de fil en aiguille, à cette période-là de ma vie, je me suis retrouvé à avoir une opportunité. J'ai entendu parler d'un poste qui allait s'ouvrir à l'Académie de l'Impact de Montréal. J'ai donc appliqué pour le poste. L'entretien s'est bien passé et puis j'ai pris la décision de franchir l'Atlantique pour me lancer dans une expérience professionnelle, la première. Il est assez difficile
d'intégrer le milieu professionnel en France pour un jeune entraîneur. Et c'est vrai que cette opportunité d'intégrer une structure professionnelle, qui plus est dans un pays qui, je dirais, est émergent en termes de développement des jeunes et en termes de football, c'était une belle opportunité, un beau challenge. Puis je partais pas trop dans l'inconnu non plus. Je connaissais la ville. Et puis, on a aussi tous les bons côtés de l'immigration avec une acclimatation qui est quand même assez facile avec la langue. Donc c'est un choix qui s'est fait assez logiquement à cette période-là. OK, donc tu es tombé en amour avec la ville avant de tomber en amour avec le poste. Ouais, non, c'est tout à fait ça. Je suis parti pour la première fois à Montréal, et puis vous savez sans doute ce que c'est. Les premiers voyages déjà sont toujours formateurs. C'est toujours bien de voir autre chose, de voir une autre culture, un autre environnement. Et puis j'ai vraiment beaucoup aimé ce que j'ai vu à Montréal. J'ai beaucoup aimé, sans parler de football, j'ai beaucoup aimé la culture et la façon d'être des gens. Ça a apporté un côté très très rafraîchissant à ce que j'avais pour habitude de côtoyer, de connaître en France. Donc c'est vrai que la ville, le pays était quelque chose qui me tentait beaucoup à cette période-là de ma vie. Donc c'est vrai que avant de partir, ce facteur-là était à peser dans la balance aussi, c'est évident. De la culture montréalaise et de de l'identité que tu as bien aimée, est-ce que quand tu étais à Montréal, c'était une sorte de quelque chose que tu sentais dans le club, une fierté québécoise, régionale, une identité d'être dans le club? Ouais, non, c'est sûr. C'est assez drôle parce que partout où je suis passé, il y a des rencontres qui me rappellent un petit peu le Québec. Là, actuellement, je travaille avec un joueur qui vient de la Catalogne en Espagne, et c'est vrai que le Québec me fait un peu penser à ça. Donc, il y a une identité qui est assez forte. Avec ce côté francophone, avec une partie historique aussi importante. Donc non, cette identité, elle était présente au sein du club. Ça faisait partie aussi des fiertés et des choses qu'on voulait mettre en avant à travers le développement des jeunes. Et c'était aussi un beau challenge, parce que je pense que c'est une des particularités du Québec en Amérique du Nord. C'est quand même assez particulier, et puis il n'y a pas beaucoup d'endroits, je pense, en Amérique du Nord qui peuvent se vanter avoir cette identité très très spécifique qu'a le Québec. Donc c'était une grande part, bien évidemment, de l'identité qui était donnée à l'interne au niveau du club. Tu côtoyais déjà des jeunes en France, rendu au Québec. Est-ce que tu as vraiment aimé ton expérience de pouvoir travailler avec les jeunes? À quoi aspirait-il au niveau foot? Est-ce que c'était plutôt l'Europe, la MLS? C'est quoi que ces jeunes avaient-ils en tête? Moi j'ai commencé à entraîner assez jeune. Donc j'ai pris la direction de l'entraînement quand j'avais 16 ans. J'ai eu la chance d'avoir des entraîneurs quand j'étais joueur qui m'ont marqué, qui m'ont donné cette envie d'enseigner, d'éduquer et du coup de travailler avec les jeunes. Donc à l'âge de 16 ans, je me suis lancé dans cette aventure, et puis avec l'envie de progresser, d'aller le plus loin possible. Et en arrivant à Montréal, j'ai retrouvé ce que j'avais trouvé lors de mon passage à Dijon. Donc des jeunes passionnés, des jeunes qui sont motivés, qui sont prêts à faire des sacrifices pour atteindre leurs objectifs. Et puis avant tout, des jeunes qui ont envie de vivre leurs rêves pleinement. Donc c'était ça le challenge. Le challenge, c'était bien évidemment d'aider le club à former de jeunes Québécois qui, on l'espérait, franchissent le cap et rejoignent l'équipe première à Montréal. Et puis bien évidemment, c'était d'être au service des jeunes dans leur projet de formation, dans leur projet éducatif aussi en même temps, parce que à l'intérieur de la formation, que ça soit partout dans le monde, il y a quand même le double projet qui reste quelque chose d'important. Le projet à la fois sportif, mais également le projet scolaire et éducatif. C'est bien en fait que vous donniez une identité durant l'éducation, une identité québécoise un peu aux joueurs, parce que comme ça après, ils ont vraiment une aspiration à entrer dans l'équipe première pour représenter les couleurs du Québec en quelque sorte. Parce que l'Impact Montréal, ça s'apparente un petit peu, enfin c'est pas la même chose, mais
un peu l'équipe nationale du Québec en soi, puisqu'il y a beaucoup de jeunes Québécois qui y jouent. Et en parlant d'équipe première, tu as côtoyé beaucoup l'équipe première lorsque tu échangeais parfois avec les jeunes? J'ai vécu des périodes différentes. Donc, j'ai vécu la période où Franck Lopas était l'entraîneur. J'ai vécu la période où Mauro Biello a repris l'équipe. Et puis, la période ensuite où il a installé son staff qui était majoritairement issu de l'académie. Donc, j'ai pu vivre sous différentes aires en interne au club, donc voir un petit peu de près ou de loin les pros et puis les côtoyer. C'est vrai que les relations avec l'équipe professionnelle ont été renforcées avec l'arrivée de Mauro Biello à l'époque et puis avec l'intégration au sein du staff de Wilfried Nancy, de Yannick Girard, de Antoine Gullner, de Jason Di Tullio qui étaient tous à l'académie avant. Donc c'est vrai que le lien était quand même assez fort et assez resserré entre l'académie et les pros, ce qui permettait pas mal d'échanges, ce qui permettait aussi d'ajuster certains curseurs au niveau de la formation et au niveau des besoins, des attentes de l'équipe professionnelle. Ensuite, après avoir évolué avec les jeunes, tu te diriges du côté du FC Cincinnati. Est-ce que c'était un désir professionnel de vouloir passer de l'académie à un environnement un petit peu plus professionnel avec des adultes? Bah, quand j'ai commencé il y a plusieurs années, maintenant il y a plus d'une dizaine d'années, c'est vrai que l'objectif c'était d'aller le plus loin possible. J'ai commencé à passer mes diplômes, j'ai fait mes études dans l'entraînement en particulier dans le foot. Et l'objectif, c'était de faire le maximum pour gravir les échelons et de prendre les étapes les unes après les autres sans se presser, sans griller les étapes. Et c'est vrai que ça faisait partie de mes aspirations. De là à dire que si tôt, si rapidement, c'était un objectif, non, ça serait mentir. Par contre, c'est vrai que sur la durée, c'est quelque chose que j'avais envie de faire. Donc, la vie, comme je disais au départ, est faite d'opportunités. Et puis, c'était l'opportunité qui s'est présentée à ce moment-là. Ça faisait 3 ans que j'étais à l'Impact. Ma dernière année m'a permis de travailler avec les U19 au club et de travailler avec des jeunes adultes, j'ai envie de dire. Et à ce moment-là, quand l'opportunité s'est présentée, il a fallu étudier la chose, mais c'était une décision qui s'est prise relativement facilement, à savoir que le projet qui était ici mis en place à Cincinnati était vraiment intéressant, vraiment challengeant. Et puis au-delà du niveau, c'était aussi quelque chose de personnel, un nouveau challenge à relever en m'attaquant à côtoyer des adultes et des joueurs professionnels. Donc l'opportunité a fait que ouais, c'était le bon moment pour moi, mais c'était pas une volonté à ce moment-là d'y aller le plus vite possible. C'est plus l'opportunité qui m'a été offerte que j'ai saisie à ce moment-là. Donc, tu es arrivé à Cincinnati. Est-ce que tu peux nous expliquer, enfin, est-ce que tu sais pourquoi il y a une telle ferveur dans la ville? C'est assez dingue. On parle un petit peu de USL dans le podcast et parfois, on en parle. Ils ont eu, par exemple, en US Cup, plus de 30 000 ou 20 000 ou 30 000 spectateurs dans leur stade. Est-ce que tu as une explication à cette ferveur pour une ville qui n'avait pas connu de grands clubs de foot avant? J'ai pas vraiment d'explication. Ce que tu viens de dire, je le confirme. On l'a vécu l'année passée. On a vécu un engouement exceptionnel à travers le parcours qu'on a fait en US Open Cup. Le soutien des fans est incroyable. Les fans répondent présents. Pas plus tard que cette semaine, mercredi, on a eu une rencontre, une sorte de soirée porte ouverte pour 1 heure où les fans pouvaient rencontrer l'équipe et le staff. Et encore une fois, surprenant de voir que peut-être plus de 1500, 2000 personnes se sont présentées, attendaient, voulaient discuter, échanger, faire signer leur maillot, prendre des photos. Pourquoi il y a cet engouement-là? Je n'ai pas d'explication claire et précise. Mon constat, moi, de l'intérieur, c'est que le président met des choses en place, le président a un projet, a une ambition, se donne les moyens
et a construit le club sur des bases saines et donne beaucoup de respect en retour aux fans et comprend que cette partie-là est importante au développement du club. Donc, je pense qu'il y a une proximité qui est établie entre l'équipe et la fanbase qui favorise ça forcément. Donc, les joueurs restent assez accessibles. Il y a quand même une proximité qui est établie entre l'équipe et les fans. Donc, est-ce que ça favorise cet engouement? Sans doute. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quelque chose un petit peu magique qui se passe dans la ville et qui crée cette effervescence autour de l'équipe. Oui, et on le sait, le FC Cincinnati ne possède pas de stade ni de centre d'entraînement, mais avec les infrastructures que vous avez en ce moment, le Nippert Stadium, le centre, est-ce que vous êtes dans le centre d'entraînement de l'université? On est localisé, on s'entraîne au stade Nippert, donc qui est le stade de l'université de Cincinnati, le stade de l'équipe de football américain. Et du coup, on s'entraîne là tous les jours au quotidien. On a nos vestiaires qui sont ici, nos bureaux, et puis une sorte de lounge où on fait les meetings et où on prend les repas avec l'équipe. Pour l'instant, c'est les seules infrastructures qu'on a. Mais j'ai envie de dire, ça participe aussi à la construction du club. Le club, on entame la 3e année d'existence du club cette saison. Donc, j'ai envie de dire chaque chose en son temps. Ça fait partie des ambitions et du projet d'avoir un centre d'entraînement, d'avoir un stade dans le futur. Maintenant, c'est vrai que avec l'engouement qu'il y a autour du club, le fait d'avoir ces infrastructures-là permet à tout le monde, je pense, de garder les pieds sur terre et puis de remettre les choses en perspective. Le club n'a que 3 ans. Il y a énormément d'engouement autour du club, mais il faut que les choses se structurent et ça prendra du temps. Donc, on est actuellement bien avec ça et puis ça ne nous empêche pas je pense, de pouvoir bien travailler au quotidien. Donc, c'est ça le principal pour nous. Ouais, donc comparé à tes précédentes expériences comme Montréal, là, avec le centre Nutrilait, le Stade Saputo, le FC Cincinnati n'est pas encore à ce niveau-là, niveau infrastructure, pardon. Mais avec les projets de stade, là, comme tu dis, ça fait seulement 3 ans, donc à l'avenir, ça pourrait à côté niveau MLS. Ouais, non, c'est sûr que ça fait partie des objectifs. Le président veut à travers le club laisser un héritage à la ville. Donc forcément, il veut structurer le club, que ce soit par le biais d'un stade, que ce soit par le biais d'un centre d'entraînement. Donc ça prend du temps. C'est vrai que à Montréal, j'ai aussi commencé à Montréal où il y avait le stade, mais le centre d'entraînement n'était pas là. Et puis l'équipe professionnelle s'entraînait à Claude Robillard. Donc j'ai aussi vécu ce changement-là à Montréal, où le club, je pense, fête cette année ses 25 ans. Donc, ouais. Le club ici n'a que 3 ans, ça va prendre un peu de temps, mais les choses suivent leur cours. Et puis, comme je le disais, la priorité, c'est de pouvoir au quotidien bien travailler et puis de pouvoir avoir à disposition les ressources pour s'entraîner au quotidien. Après, c'est vrai que ça fait partie de la suite logique des choses. Et puis, un centre d'entraînement permettra de professionnaliser encore davantage le club à l'avenir. Et comme on l'a dit en introduction, tu es assistant coach. C'est quelque chose, parfois, pour le grand public, on voit dans les vestiaires que c'est l'assistant qui explique la tactique. Ou par exemple, on voit sur le bord du terrain que c'est pas l'entraîneur principal, mais l'assistant qui va aller donner des informations aux joueurs sur le bord de la touche. Quel est ton rôle en tant qu'assistant à Cincinnati concrètement? Est-ce qu'il y en a d'autres? Comment vous délayez les tâches? À Cincinnati, je suis le seul entraîneur assistant. Bon, l'entraîneur des gardiens qui nous a rejoint cette année, Jack Stern, qui était à l'Impact de Montréal également, remplit aussi ces fonctions-là. Le préparateur physique remplit aussi ces fonctions-là. On se considère tous les 3 comme des entraîneurs assistants avec des particularités, des spécificités propres à chacun. Moi, mon rôle se situe essentiellement
dans l'application du projet du coach. Donc, la grosse part du travail est de dégager un projet en accord avec la philosophie du coach et ensuite de l'implémenter au quotidien à travers les séances d'entraînement. Donc, c'est là où se situe mon rôle, moi, au quotidien, c'est d'être ce relais-là et de justement d'essayer de représenter ou en tout cas de retransmettre les idées du coach au quotidien à travers les séances d'entraînement et d'implémenter justement un style de jeu, une philosophie pour les joueurs et pour la saison qu'on va débuter prochainement. Donc c'est toi qui fais les exercices d'entraînement, par exemple. Ouais, je m'occupe des séances d'entraînement. Je m'occupe également du scouting des adversaires. On a des tâches qui sont définies avec le coach. Donc le travail est séquencé entre lui, moi et puis les deux entraîneurs, les deux autres entraîneurs adjoints. La USL, on le sait, c'est une ligue assez récente, 2012. Comment tu trouvais son niveau là, en général? La USL, j'ai eu la chance de voir la USL à travers le FC Montréal à l'époque. Notre équipe réserve à Montréal, à l'académie, était en USL pendant 2 ans. Donc j'ai eu la chance de pouvoir évaluer un petit peu le niveau à cette époque-là. J'ai eu la chance aussi de faire quelques voyages avec l'équipe à cette période-là en tant qu'entraîneur adjoint préparateur physique. Donc mon sentiment sur la ligue, c'est que c'est une ligue qui se tire vers le haut et qui progresse chaque année. J'avais l'impression il y a quelques années et puis encore il y a peut-être encore un petit peu l'année passée que c'était une ligue où il y avait il n'était pas très très homogène au final, avec quand même un écart entre les équipes les plus faibles et les équipes du haut de tableau. J'ai l'impression que cet écart tend à diminuer avec les années. La situation également qu'on connaît avec la NASL nivelle aussi le niveau des équipes. Donc j'ai l'impression que ça devient de plus en plus homogène. Si aujourd'hui je devais comparer la USL et la MLS, pour moi, ça serait le principal critère. C'est que la MLS, pour moi, est composée d'équipes qui sont très homogènes. J'ai l'impression que tout peut se passer et tout peut arriver chaque saison. J'avais l'impression, il y a encore 1 an ou 2, qu'en USL, il y avait quand même des équipes qui étaient dominantes et des équipes qui allaient plus jouer le bas de tableau. Et puis, c'est vrai aussi que la USL étant la deuxième division, il y a également des équipes réserves qui sont en USL. Donc c'est vrai que il y a cette hétérogénéité au niveau des équipes, mais je pense que ça va dans le bon sens et que la ligue progresse chaque année. D'ailleurs, oui, on allait te demander ton avis sur les équipes réserves qui sont présentes en USL. On a aussi pas mal de gens qui demandent qu'il y ait une ligue spéciale pour les réserves parce qu'ils pensent que c'est pas une bonne concurrence. Et aussi, ce sont des effectifs qui bougent beaucoup par rapport aux effectifs du USL. Et qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai deux façons de voir les choses. J'ai ma façon de voir les choses en tant que formateur. Donc, si je me revois il y a 1 an et demi en tant que formateur, je pense que c'est une très très belle opportunité pour les clubs professionnels d'avoir une équipe réserve en USL. Ça donne beaucoup d'expérience aux jeunes et ça, à mon sens, ça leur permet ça leur facilite le passage de la formation au monde professionnel et si possible pour les meilleurs d'entre eux en MLS. Après, c'est vrai que d'un point de vue des clubs professionnels qui jouent en USL et qui jouent chaque saison les playoffs et qui ont des objectifs de résultats, c'est vrai que c'est assez particulier. C'est assez particulier parce que comme tu l'as dit, il y a beaucoup de rotation de joueurs. Il y a des week-ends où il va y avoir peut-être 5-6 joueurs qui sont sous contrat MLS qui vont jouer. Et il y a peut-être d'autres week-ends où il n'y en aura aucun et ça sera une équipe composée uniquement de jeunes U19 ou d'une vingtaine d'années qui sont en train de faire leur classe en USL.
Donc, c'est vrai que ça pose aussi ce problème à un moment donné d'équité. Nous, on a aussi ce cas-là à travers notre club, c'est-à-dire que avec l'engouement qu'il y a, qu'il y a dans notre stade et qu'il y a lors de nos matchs à domicile, bah, c'est vrai que certaines équipes réserves vont avoir tendance à peut-être charger un peu plus leur équipe avec des joueurs MLS qui ne jouent pas le week-end parce que bah, ces joueurs-là sont un peu plus motivés pour faire le déplacement et pour venir jouer à Cincinnati. Donc, ça pose un petit peu ce problème d'équité à un certain point, mais il faut voir ça de façon bien distincte. Il me semble qu'il y a un avantage en termes de formation. Et puis, si on voit le côté Amérique du Nord, développement des joueurs nord-américains, je pense que c'est quelque chose de bien. Après, c'est vrai que pour une ligue purement professionnelle, ça pose ce problème d'équité à un certain moment. Oui, et avec la prochaine arrivée de la USL Détroit, est-ce que tu crois que ça ne serait pas une meilleure solution intermédiaire qu'on voit des clubs comme Seattle 2, les Galaxy 2 ou même la réserve de Philadelphie, avoir un milieu peut-être plus compétitif? Quand on voit que l'équipe gagne pratiquement aucune rencontre, ça aide peut-être pas nécessairement le développement pour les joueurs. Est-ce que tu penses que la Détroit pourrait amener cet élan de compétitivité dans les réserves MLS? Je sais pas trop. Pour moi, il y a ces deux aspects-là. C'est vrai qu'il y a des gens qui parleront de cet aspect résultat et du fait que les équipes n'ont pas forcément de résultats et que ça prend du temps et qu'au final ça engendre une spirale assez négative autour de l'équipe et que c'est des environnements assez difficiles pour les jeunes. Maintenant, je pense que ça reste formateur. Je pense qu'il y a un juste milieu à trouver pour ces équipes réserves. Je pense qu'il y a un juste milieu. Est-ce que l'équipe réserve doit être constituée uniquement de joueurs formés au club? Est-ce que l'équipe réserve doit être constituée d'une base de joueurs qui vont constituer l'ossature de l'équipe et qui vont encadrer les jeunes et par la même occasion permettre leur développement, mais aussi d'avoir des résultats au cours de la saison? C'est des formules qui sont à trouver au sein des clubs. C'est vrai que chaque direction technique prend des directions qui sont différentes. On a tous un avis sur la question. Après, je pense qu'il est primordial pour les équipes réserves d'avoir un niveau de compétition qui est élevé et qui favorise justement ce développement et ce passage de l'académie à la MLS. On parlait donc de ces équipes réserves qui, souvent, dans les stades, n'ont pas grand monde en termes de supporters. Et toi, en tant qu'entraîneur donc en USL, quelles sont les équipes dans lesquelles tu as aimé jouer, les villes dans lesquelles il y avait une grosse fervence des supporters? On pense donc à Cincinnati ou à Sacramento. Il y a des déplacements qui sont particuliers. Nous, on a la chance d'avoir Louisville qui est à 2 heures de route de chez nous. Donc, c'est un match qui a une saveur particulière pour nous et puis pour les fans. Il y a cette rivalité naissante entre les deux clubs. Donc, c'est vrai que c'est un déplacement qui est agréable de faire parce que nos fans se déplacent et puis parce qu'il y a ce climat un petit peu hostile quand on va chez eux. Tampa Bay a été également un déplacement intéressant l'année passée. On s'y est déplacé 2 fois, dont une fois pour les playoffs. C'est des environnements qui sont intéressants. Il y a de bonnes ambiances à Tampa Bay? Ouais. Tampa Bay, c'est très familial. C'est très familial, mais c'est agréable d'y jouer. Puis le climat est toujours agréable quand on y va. Donc, c'est vrai que ça facilite les choses. Quand il fait entre 25 et 35 degrés, c'est aussi agréable d'aller s'y déplacer et puis d'aller jouer là-bas en championnat. Et Sacramento, par exemple, Sacramento ou Nashville qui va commencer. J'ai pas eu la chance d'aller à Sacramento l'année passée. L'équipe y allait en pré-saison l'année passée, donc j'ai pas eu cette opportunité-là. Nashville, on découvre. On a joué un match amical hier contre eux. Dans le cadre de notre pré-saison, donc ça va être c'est leur première saison, donc on est bien évidemment impatient d'aller y jouer, de voir un petit peu le climat et l'atmosphère qui y règne. C'est vrai qu'il
Il y a des équipes également comme Atlanta 2 qui intègrent la Ligue cette année. Curieux de voir si l'engouement qui existe avec leur équipe MLS se propage avec leur équipe USL. Donc, il y aura des déplacements intéressants cette année à faire. Et puis, je suis curieux de voir quel élan la saison va avoir. Toi, ton avis sur est-ce que tu as un avis sur la promotion-relégation? Oui, j'ai un avis sur la question. J'ai un avis sur la question, mais j'ai pas un avis qui est fermé. Je comprends aujourd'hui la réalité, la réalité du football en Amérique du Nord avec ces systèmes de franchise. Je pense que aujourd'hui, c'est difficile de faire marche arrière quand on sait l'argent qui a été dépensé par les propriétaires pour entrer dans les ligues. Après, moi, je suis un fervent défenseur du système de relégation-promotion parce que je pense que ça ajoute énormément de charme, d'émotion dans les championnats. Après, c'est vrai qu'on peut pas oublier le contexte dans lequel on est en Amérique du Nord, avec les franchises, avec les frais, avec tout ce que ça nécessite pour entrer en USL, pour entrer en MLS. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce système-là est remis un petit peu sur la table et ça fait partie des discussions. Maintenant, je pense que si ça venait à arriver, il y aurait beaucoup de choses qui devraient changer avant que ça soit possible. Donc, est-ce que j'aimerais ça? Oui, j'aimerais ça. Est-ce que c'est quelque chose de possible? Sur du court moyen terme, je pense pas. Ouais, c'est sûrement un truc sur long terme, mais on pourrait l'envisager par exemple avec la USL Détroit qui va arriver. Ça pourrait se faire. Tu penses aussi que les joueurs auraient ils envisageraient les rencontres différemment s'il y avait cette pression de rester dans la ligue et de ne pas descendre en USL Détroit? C'est vrai que ça ajoute. Ça ajoute quelque chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, le système de playoffs, quand les équipes ne sont pas dans les playoffs et qu'elles sont détachées avant la fin du championnat, c'est vrai que ça perd un petit peu d'enjeu, ça perd un petit peu de son émotion, de son charme. Et c'est vrai que le fait d'avoir ce système-là permettrait d'avoir une compétition qui est maintenue du début à la fin et qui permet de maintenir sous pression les clubs. Maintenant, je comprends également le système économique qui règne et bien évidemment, tout le monde veut avoir un système économique sain et veut pouvoir faire survivre ou vivre son club sur la durée. Donc, c'est vrai que ce système-là, avec ce qu'on connaît des ligues en Amérique du Nord, pour l'instant, ça me paraît un petit peu contradictoire. Je pense que ça peut aider la formation américaine au niveau des jeunes, puisqu'ils vont avoir plus de... C'est-à-dire qu'ils ont l'envie de monter et aussi, on parle beaucoup des ligues privées, le fait que, on va pas dire que les États-Unis ont raté leur entrée en Coupe du Monde à cause de ça, mais bon, c'est une chose qui a été remise sur la table. Le fait qu'il n'y ait pas de promotion-relégation, ça aide pas la formation américaine, etc., etc. Tu penses que c'est quelque chose qui peut aider la formation ou pas? Est-ce que ça peut aider la formation? Je pense que pour moi, la promotion-relégation, ça part du bas jusqu'en haut. Donc aujourd'hui, pour moi, le chantier est énorme, c'est-à-dire que si on fonctionne sous forme de promotion-relégation, ça veut dire qu'on doit l'ouvrir à toutes les équipes. On ne peut pas parler de promotion-relégation de la D3 jusqu'à la MLS parce que, à mon avis, ça manque de sens. Parce que ça veut dire que ces joueurs-là, ces équipes-là gardent ce statut professionnel et continuent de cohabiter les unes avec les autres. Si aujourd'hui, on veut vraiment favoriser la formation et puis si vraiment on veut qu'il y ait un impact sur les jeunes, sur les clubs, il faut que ce système-là soit ouvert partout, à tous les niveaux, et ça commence par la base de la pyramide. Et à ce moment-là, ça deviendrait quelque chose qui permettrait l'évolution des clubs. Et un club amateur, avec un statut amateur, avec une bonne formation, un bon développement des jeunes, pourrait constituer une bonne équipe première qui pourrait passer d'un niveau A à un niveau B, qui pourrait continuer d'évoluer et peut-être dans 10 ans devenir une équipe professionnelle parce qu'il y aurait eu justement ces promotions-là.
Donc aujourd'hui, c'est pour ça que le chantier me paraît monstrueux et énorme, c'est que je pense que ce système-là fonctionnerait ou en tout cas bénéficierait à la formation si on partait de la base de la pyramide. Ouais, enfin, c'est quelque chose qui doit être fait à grande échelle et ça peut être très compliqué pour les États-Unis de le mettre en place, vu les réticences de beaucoup. Et c'est ça que je comprends, comme tu as dit, il y a beaucoup d'enjeux financiers qui sont. Voilà, c'est dur de dire à un investisseur de mettre 500 millions dans une franchise quand il sait que la saison d'après, il peut être relégué, ça peut être très compliqué. Et pour l'instant, ça marche sans promotion-relégation, donc je comprends qu'ils ne veulent pas pour le moment. On va s'arrêter là, je crois. Ça, c'était le dernier sujet qu'on avait à mettre sur la table. Quels sont peut-être vite fait les enjeux de ta saison à Cincinnati? Est-ce que c'est une équipe qui clairement veut aller vers le titre en USL? Ça fait partie des objectifs. Je pense que toute équipe commence la saison avec cet objectif-là, des playoffs et puis de la USL Cup. Bien évidemment, on est ambitieux cette année. On veut bien faire les choses. Je pense que on a eu une période off-season intéressante. On a des joueurs aujourd'hui dont on est satisfait. Le projet continue de se mettre en place. Ça faisait partie du discours quand on a repris la USL Cup. Maintenant, une fois que ça a été dit, on met ça dans un coin de notre tête et on se concentre sur ce qu'on peut faire et ce qu'on peut contrôler au quotidien. Et on va prendre les matchs les uns après les autres et puis se fixer des objectifs sur du court terme. Et ensuite, on verra où ça nous mènera. La saison est longue. La US Open Cup, avec ce qui s'est passé l'année passée, nous donne aussi des envies de recommencer, envie d'avoir un beau parcours. Donc, non, on est ambitieux, on a envie d'aller de l'avant. Donc, on va essayer de mettre les choses en œuvre pour se donner les moyens d'y arriver. Maintenant, la beauté du sport, c'est que tout peut arriver. Donc, on est en fin de pré-saison, on reprend dans 2 semaines et je pense qu'on est impatient de pouvoir se comparer, de pouvoir s'évaluer et puis surtout de pouvoir se confronter aux autres équipes lors de cette saison. On va conclure. Merci énormément, Johan, pour ton temps. C'était vraiment très intéressant. On adore parler de Division 2. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de votre temps et puis merci de l'opportunité de pouvoir discuter avec vous. Et puis, ce sera avec plaisir qu'on pourra renouveler l'expérience dans un futur proche. Exactement. Si Cincinnati gagne la USL ou si la promotion en MLS se fait, on t'invitera avec grand plaisir pour en parler. Et on te souhaite une excellente saison à Cincinnati. On espère que vous atteindrez les playoffs et même plus loin. Merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation avec le podcast en vous souhaitant le meilleur. Et puis, je pense que c'est des initiatives comme celle-là qui permettent de promouvoir le football en Amérique du Nord, la USL, la MLS. Donc, c'est vraiment intéressant. Bonne continuation et puis longue vie à votre podcast. Merci beaucoup. Ça fait très plaisir. Merci. Finalement, le dernier segment de l'émission, il était une fois en Amérique. Le segment où est-ce que moi et Antoine parlons d'un sujet qui nous plaisant. Donc, Antoine, veux-tu débuter ton sujet? Il était une fois en Amérique. Oui, alors mon sujet ne va pas avoir de rapport avec de l'actualité, comme c'est le cas souvent dans cette rubrique. C'est plus une trouvaille que j'ai observée sur YouTube. C'est un documentaire qui s'appelle Si c'est puede, Chivas USA. C'est sur le Chivas USA, qui était le club de Los Angeles de MLS en même temps que les Galaxy et qui a commencé en 2005. Pour la petite histoire, ce documentaire, c'est un documentaire qui retrace la création. C'est-à-dire qu'on voit les managers qui commencent à construire l'effectif en partant de rien. Les joueurs mexicains qui arrivent de la Chivas Mexique. On voit un peu la population qui commence à avoir plus de fervence. En fait, il y a beaucoup de choses qui se reflètent aussi avec LAFC. C'est-à-dire que le club se promet d'être le club de LA. C'est pas comme les Galaxy qui est loin du centre-ville. Ils aussi se promettent d'être le club qui fait jouer des hispaniques comme LAFC. Donc il y a beaucoup de parallèles à faire avec le LAFC. C'est très intéressant. On voit aussi les galères que c'est de créer un club. Par exemple, à un moment, la star décide de partir du club, de plus jouer finalement pour eux. Et donc il doit refaire tous les posters, toutes les affiches publicitaires, tout ça, parce qu'il avait ses têtes partout. Donc voilà, encore de très très bonnes choses à voir dans ce documentaire.
Et c'est très intéressant, voilà, comme j'ai dit, avec le parallèle avec le LAFC. Bon, par contre, le documentaire s'arrête lors de leur première journée de MLS. Donc, on voit pas comment, 8 ans plus tard, en 2014, la franchise disparaît complètement. Donc, voilà, il y a du bon et c'est parfois ennuyant, mais très intéressant. Aussi, par exemple, on voit des petits jeunes. Le gardien titulaire se blesse, et donc c'est le jeune Brad Guzan, qui vient de sortir de l'université, qui est là pour prendre sa place. Donc il y a des choses intéressantes. Et voilà, si vous avez le temps, c'est pas en français malheureusement, c'est en anglais et en espagnol. Mais si vous avez le temps, vous pouvez jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse. Oui, on le sait, hein, pour le Chivas, qu'est-ce qui le rapproche beaucoup aussi du LAFC, c'est que Bob Bradley a entraîné là également. Donc, on s'en reparle dans 10 ans pour le LAFC pour voir s'ils sont encore présents. Ouais, non, il y a vraiment beaucoup de parallèles. Et c'est pour ça, c'est étonnant qu'ils reprennent autant d'éléments vu le succès que n'a pas été Chivas. Mais on va voir, après, ils ont quand même réussi à une meilleure stratégie de communication et ça devrait aller. Et donc, toi, Anthony, quel était ton moment ici une fois en Amérique? Oui, moi, mon moment, il était une fois en Amérique. C'est porté vers ma ville natale, la ville de Québec. Je crois qu'une équipe pour la ville de Québec serait bénéfique pour le soccer au Québec et au Canada. Euh, c'est surtout un sujet chaud, puisqu'on le sait, avec l'arrivée de la Canadian Premier League en 2019, là, un club à Québec serait plus qu'essentiel afin d'avoir une équipe dans l'une des plus grosses provinces du pays et pour réitérer l'intérêt de la fédération pour le soccer dans l'est du pays. On sait qu'il y a déjà Halifax qui est pas mal sûr d'avoir une équipe, mais je crois que Québec ajouterait au secteur de l'Est pour la Canadian Premier League. D'ailleurs, il y a déjà un groupe de supporters qui se nomme le Cap Diamant et qui crie haut et fort leur intention d'avoir une équipe dans la capitale nationale. Donc, pour vrai, bravo à eux. C'est une excellente initiative. Et les équipes devraient être annoncées d'ici peu, puisque les équipes originales qui devraient rejoindre Hamilton et Winnipeg, c'est ça, il faut qu'ils soient annoncés dans très peu de temps, puisque la saison débuterait, s'il n'y a pas encore un autre retardement, elle débuterait au printemps 2019. Là. Donc, c'est quand même dans un an. Déjà, il faut dire que aussi la Ligue québécoise régionale, il y a une des meilleures ligues régionales au Canada. Et par exemple, pour la saison prochaine, il me semble, la Coupe canadienne qui permet au club canadien de se qualifier en CONCACAF se jouera non seulement avec Toronto, Montréal, Vancouver, mais aussi Ottawa en USL et aussi le champion de la Ligue québécoise et la Ligue ontarienne. Donc il y a une chance même déjà pour eux de se qualifier en CONCACAF, même si ça risque d'être compliqué parce qu'ils sont au niveau amateur. Mais voilà, il y a une chance pour eux de se qualifier en CONCACAF et ça veut dire qu'il y a quand même un vivier de joueurs assez important au Québec et ce serait très sympa d'avoir une équipe à eux au Canada. Ouais, et tu parlais de la Coupe du Canada là, pour aller en CONCACAF. Là. Moi, j'ai bien hâte de voir quand ça sera du style US Open, là, toutes les équipes pourront y aller. Et surtout avec la Canadian Premier League, s'ils ont environ 8 équipes leur première année, tu rajoutes à ça les 2 équipes de MLS, l'équipe de USL et les semi-pros, là, ça va faire beaucoup d'équipes qui peuvent aller à la CONCACAF Champions League. Et ça, là, j'ai bien hâte de voir une réelle compétition. Parce que là, en ce moment, ça se joue seulement à 3. C'est pas très... non, à 4. Désolé, à 4. C'est pas très plaisant à regarder, en fait. Ouais, c'est vrai. Mais bon, là, ça apportera un petit peu de concurrence, ouais, comme tu dis, c'est pas mal. Effectivement. Donc, je crois qu'on peut conclure l'émission. Merci à tous de nous écouter. Merci à tous de nous avoir fait confiance pour cette première saison. Là, on débute la deuxième. On mettra jamais assez l'emphase dessus, mais il est très important que vous nous donniez des retours, vous nous dites ce que vous avez aimé ou pas aimé, que vous nous commentez nos émissions, comme ça on peut s'améliorer. Et on vous remercie énormément de votre support et on a hâte de suivre cette nouvelle saison avec vous. Oui, et si vous voulez encore avoir plus de contenu nord-américain, n'hésitez surtout pas à commander le magazine numéro 2 de l'Ukraine opposée, où est-ce que moi et Antoine parlons de la NASL, l'ancienne. Mais pas la nouvelle ancienne, l'ancienne elle des années 1970, où est-ce qu'on parle de ses années folles, de sa chute, et on a même une entrevue avec Alan Merrick, ancien joueur des Kicks du Minnesota. Ouais, donc que des bonnes choses, et aussi on vous
On vous recommande tous les podcasts de l'équipe Lucarne Opposée, c'est-à-dire les Corners si vous êtes passionné d'Asie, l'Afrique et Ebola Latina pour l'Amérique du Sud. Allez les voir, c'est du bon travail. Oui, donc merci et à la prochaine. Merci beaucoup, ciao. I'm alright, dropping dimes like 7, 8, 9. This wisdom ain't for everyone, I'm here to only shine light on you youngins. So why you bugging, cousin? You spitting out nothing. I'm calling out your